révèle mes secrets de fabrication. Donc voilà. Bon, là, j'avais vu un cheval. Je voulais le composer avec ces curieux outils. Hein, ça doit être un étau. Donc ça faisait un petit zoo de ferraille. J'ai trouvé ce personnage-là me faisait penser à un gros fumeur de cigares. Donc, par contre, je trouve les personnages, mais j'arrive pas à les associer les uns avec les autres. Pour l'instant, ça reste encore balbutiant. Donc là, j'ai trouvé effectivement une sorte de serpent qui hurle, je sais pas après quoi. Là, j'avais eu l'idée de peindre à l'intérieur de louches. J'avais commencé... J'ai été un peu plus loin là, j'ai restitué la chambre de Van Gogh. Ça me faisait marrer d'avoir un chef-d'œuvre absolu. Et puis je sais pas, bon, je suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Je raconte toujours un petit peu le déclenchement de cette petite aventure. Effectivement, c'est après avoir exercé mon métier d'illustrateur de commande. Il arrive quelquefois qu'il y a des petites commandes sympathiques, et en l'occurrence, là, c'était un éditeur donc toulousain, c'est Milan. Ça s'appelait les astuces du Grand Gilbert. Comme je m'adressais un petit peu à des adolescents qui pouvaient éventuellement les imiter ou faire des choses un peu approchantes, j'allais pas trop loin dans ma démarche, mais après, bon, une fois que je me suis un peu exercé moi-même à chercher des choses, j'ai été un peu plus loin, et puis j'ai trouvé, disons, un peu plus d'audace, un peu plus de courage, enfin pas de courage, mais d'originalité, disons. Voilà. Après, dans les délires des scies, je suis parti sur ces merveilleuses femmes, tout en respectant toute la sculpture de la poignée. Voilà. Et elles sont endormies avec l'idée qu'effectivement, la scie en BD, on associe toujours le sommeil à la scie. Alors je sais pas, j'ai trouvé que ça c'était rigolo comme rapport. Bon, sinon, en retirant la poignée et mettant la poignée sur cet animal un petit peu plus qui ressemble à un lézard, des choses comme ça, on est dans un autre registre. J'ai utilisé la petite pièce qui servait à serrer l'ensemble, et c'est devenu son chapeau. C'est-à-dire que quand on est dans le monde de l'image, et quand on est censé prétendre à faire ce métier, on doit effectivement faire preuve de créativité, mais elle est toujours bridée par la commande, parce qu'évidemment, j'ai appris ce métier aussi pour pouvoir en vivre, et il y a toujours un duel entre le plaisir qu'on a à avoir du bon travail, et puis celui aussi qui nous permet d'en vivre correctement, disons. Donc c'est toujours un petit jeu de passe-passe, quoi, pour pouvoir mêler les deux. Parce que souvent, le travail le plus intéressant n'est pas le mieux payé. Ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc une double casquette, c'est celle de effectivement faire, grâce à ces petites sculptures, de m'échapper un peu de mon travail quotidien, qui lui est par contre cantonné à l'ordinateur maintenant, enfin à l'image qui va être éditée, enfin qui va être publiée, l'image imprimée, disons. Donc ça me permet effectivement de m'échapper en faisant une chose radicalement différente. Moi j'aime bien, bon, ce que j'aime bien, c'est travailler sur des choses qui sont extrêmement pauvres à l'origine, qui sont du vulgaire carton, mais qui quand même représentent, qui peuvent être travaillés, quoi. Donc, en faisant un pliage très simple comme ça, voilà, on peut garder, on peut utiliser donc voilà. Donc je vais le peindre, et puis ça deviendra ça. On a du mal à voir le rapprochement entre une boîte de Tropicana et puis un personnage qui ressemble un petit peu à Sarkozy.
Je pense que c'est effectivement relié à ce que je vivais quand j'étais enfant, quand je m'imaginais des jeux. J'étais un garçon un peu solitaire. J'étais peut-être plus heureux à jouer tout seul qu'avec des copains qui cassaient mes jouets ou qui ne comprenaient pas trop où je voulais en venir quand j'imaginais des mondes dont j'ai encore des souvenirs d'ailleurs. Un objet générique, c'est-à-dire un objet qui est un tout, quoi, qui n'est pas un composite, qui est pas trop enfin, qui est pas designé non plus, qui est un peu immuable comme porte-manteau. Il aura toujours une forme de porte-manteau. Il y a des objets comme ça qui sont fixes pour des décennies. Bon, puis effectivement des objets d'une dimension qu'on peut prendre dans la main. Enfin, c'est des petits objets. Comme ça, on dira pas que je suis ringard, hein, quand même. Hein. Je suis équipé et tout. Hein. Pratique très à la pointe. Ah, c'est bien, c'est mieux que le Polaroid. Avant, je faisais des Polaroids, c'était l'horreur. C'était jamais réussi. Voilà. Alors, donc. Qu'est-ce qui va me faire le plus rigoler? Des yeux grands, des yeux à gauche, à droite. Bon, on va y faire des petits yeux, ça lui donnera un air plus bête. En fait, j'ai envie de respecter l'objet en tant que tel. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que l'objet initial n'a pas été transformé uniquement, il n'a été transformé uniquement que par de la peinture, en fait. De la peinture est judicieusement placée là où l'objet, là où la forme de l'objet a été déjà conçue comme ça. Donc voilà, quand je vois la râpe, une petite râpe, et qu'elle a une sorte déjà de bouche bien placée, je sais que là, ça va le faire, ça va faire un personnage. Et les petites lames qui servent effectivement à râper le fromage deviennent pour moi des gouttes des larmes. Et en fait, sa bouche, elle devient une bouche qui pleure, quoi. À chaque fois, je leur donne une personnalité avec ce que je connais un petit peu comme code illustration ou de la BD, du dessin de BD, pour signifier quelque chose que je ressens à ce moment-là, le dérisoire de la vie, les choses que je ressens, la difficulté de vivre des gens actuellement, enfin tout ça. Donc je le transmets comme je peux dans les objets. Et je me suis rendu compte que la plupart, ils sont assez touchants, ils ont quelque chose ils sont un peu perdus. Quand une fois fini et que je les vois tous un peu comme ça, ils ont quelque chose qui sont dans le registre de la... Ouais, du touchant. Ils déclenchent un peu de l'humour malgré eux, peut-être. C'est pas des flambants neufs, quoi. C'est des objets qui sont un peu dans le rejet, peut-être. Je sais pas. Enfin, voilà. Une fois que l'objet est peint, si ça ne va pas, il faut tout le nettoyer à l'alcool et puis on peut l'altérer, on peut l'abîmer. Bon, alors quand c'est des objets qu'on trouve partout
dans les grands magasins, je peux en acheter. Souvent j'en achète d'ailleurs, je consomme même pas le produit, j'en ai honte, mais c'est comme ça. Et je peux rester devant les étalages de lessive ou de produits d'entretien en hésitant pendant 1 heure. Tiens, est-ce que je prends celui-là? Est-ce que celui-là fait plus un chien que l'autre à côté? Et les gens, ils doivent se demander, mais qu'est-ce qu'il a? Rester bloqué comme ça sur des produits d'entretien, c'est quelqu'un de très hésitant quand même. Alors souvent, oui, pour moi, c'est devenu un monde intéressant, autant que la brocante d'ailleurs, les supermarchés. Une fois que l'objet est fini, je me suis laissé guider par l'objet, donc je suis intervenu. Après, j'ai contrôlé, puis après, ça m'a échappé. Puis des fois, c'est devenu bien parce que c'est comme ça, c'est le heureux hasard des choses. Je me dis, ce serait marrant que j'intervienne aussi sur le titre de façon à ce que je fasse un lien entre ce que c'est devenu et ce que c'était à l'origine, et la destination, enfin ce que l'objet, dans son utilité, a déjà comme fonction. Donc après, je joue sur un jeu de mots en essayant de... Ça devient un petit travail supplémentaire de trouver le meilleur titre qui convienne et qui synthétise le nouveau personnage que c'est devenu, quoi. Il y a le déclic, de l'objet, il y a le déclic de ce que c'est devenu, et il y a aussi le déclic du titre qui peut déclencher un petit sourire en plus. Voilà. Le triple déclic. Au fur et à mesure, je vais plus à l'essentiel. Je suis un petit peu influencé par le graphisme actuel. Il y a des codes actuellement de graphisme. C'est plus facile d'être illustrateur à 25-30 ans qu'à mon âge. Parce que voilà, comment dire, on aboutit dans plein de principes. On a des principes, des réflexes, des habitudes qu'on a dans la tête, et pour s'en débarrasser, c'est terrible, quoi. C'est une lutte journalière. Il faut sans arrêt s'imprégner de choses qui arrivent. Alors, après, on se dit, mais on perd sa personnalité, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas... Mais rien n'est stable. Moi, je pense qu'effectivement, tout se démode, même enfin, l'image encore plus que... Alors, faire des choses immuables, par contre, on ne peut pas le décréter, ça ne se décrète pas. Enfin, je veux dire, personne ne sait ce qu'on fait maintenant va être regardé avec autant de plaisir dans 30 ans, parce que les choses vont tellement vite en images que maintenant, on n'est absolument plus impressionné par les hyper-réalistes américains, en l'occurrence, par exemple. On était subjugués il y a encore 30 ans par ça, par la virtuosité et des choses comme ça. Maintenant, on regarde ça et ça s'est ringardisé terriblement. Bon, les Vasarely aussi, ça s'est ringardisé. Enfin, tout est très difficile à... On ne peut pas prétendre faire effectivement des choses qui vont durer pour très longtemps. Donc il vaut mieux être humble à ce sujet, puis aussi ne pas oublier de se remettre en question, etc.